Compte rendu de la 26e réunion du Conseil de ministres. Le président de la République, chef de l'État, a présidé ce vendredi 13 décembre 2024 à la Cité de l'Union africaine, la 26e réunion ordinaire du Conseil de ministres. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. 4. Examen et adoption de textes. La communication du président de la République, chef de l'État, a porté sur 3 points principaux, à savoir 1. De la nécessité d'une coordination de projets d'infrastructure. Le président de la République a été saisi au sujet de l'absence de concertation dans la réalisation des initiatives d'infrastructure, notamment entre, d'une part, les gestionnaires du réseau routier et de voirie, en l'occurrence l'Office des routes et l'Office de voirie et drainage, d'autre part, les agences d'exécution de projets, à savoir l'Agence congolaise de grands travaux, le Bureau central de coordination, la cellule infrastructure et les exécutifs provinciaux, au sujet des choix stratégiques, les axes routiers et les voiries urbaines à financer. Ces déficits, a-t-il déploré, a pour corollaire une discordance inflationniste des prix pour des bâtiments et travaux à réaliser pourtant par le même État, les manques de rigueur dans les contrôles des travaux, le non-respect des délais d'exécution, l'absence des normes relatives aux différents types d'interventions sur les réseaux ainsi que le coût associé, le manque de suivi efficace et de coordination de travaux, la non-réalisation d'économies d'échelle et des performances de la dépense publique, les risques de surfacturation de travaux, etc. Face à ces constats désolants, le président de la République a insisté sur la nécessité de mener urgemment de réflexions afin que ces secteurs clés ne soient pas toujours l'objet d'interrogations de la part de la population et même des bailleurs qui manifestent cette volonté de nous accompagner à gagner le pari de la connectivité du pays. Ainsi, pour permettre de jeter les bases de l'assainissement qu'il a souhaité dans ces secteurs, une réunion des hauts niveaux avec les principales parties prenantes est prévue à ces propos. Le président de la République a d'ores et déjà engagé les ministres d'État, ministres d'infrastructures, à lancer, en collaboration avec son cabinet, un examen minutieux des solutions d'amélioration et un rapport est attendu à ces propos dans 20 jours. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la nécessité de multiplier les sources de financement pour la réalisation des infrastructures de base. Pour le président de la République, la construction des infrastructures de base modernes constitue pour notre pays un facteur compétitif important et un moyen pour impulser l'activité économique, surtout à travers le secteur agricole. Cependant, la levée de fonds pour soutenir cet ambitieux programme demeure un défi à relever. Dès lors, il a appelé à des réflexions pour des solutions innovantes, incluant toutes les parties prenantes pour concourir à cet objectif. Cet exercice devra inclure l'idée de capitaliser la possibilité offerte par les redevances minières et autres niches à l'effet de financer la construction d'infrastructures de base pour le développement durable du pays. Sur ce point, l'attention devra être focalisée sur la construction des universités afin de matérialiser sa vision d'avoir une université dans chaque province, comme il a eu l'occasion de le souligner dans son adresse sur l'état de la nation le mercredi dernier. Le président de la République a engagé donc sur la coordination de la Première ministre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le ministre des Finances, le ministre des Mines et les gouverneurs de province concernés à produire un plan d'action pour la matérialisation de cet objectif et un rapport est attendu dans le 45 jours. Le dernier point de la communication du président de la République a porté sur la nécessité d'élargir les mesures fiscales prises pour assouplir les paniers de la ménagère et de leur alignement dans les textes régissant les différentes matières fiscales. Le président de la République a noté avec satisfaction la prise du décret numéro 24/07 du 19 septembre 2024 portant suspension de la perception de la TVA et rabattement des taux de droit
et taxes et redevances sur les produits alimentaires de première nécessité dans le but de contenir la récurrence de la flambée des prix de produits précités. Dans son discours sur l'état de la nation, prononcé le 11 décembre 2024, devant le Parlement réuni en congrès, il en a fait allusion puisqu'elles vont dans le sens d'alléger les fardeaux économiques qui pèsent sur nos concitoyens. Il ressort du dit décret que les mesures prises s'appliquent sur 8 produits et essentiellement à l'importation, à savoir la viande, le sucre, le lait en poudre, le poulet, la cuisse de poulet, le riz, le maïs, le poisson chinchard, le poisson salé, de produits prisés par le Congolais et de consommation quotidienne. Cependant, d'autres produits alimentaires de consommation courante auxquels la population recourt, notamment tous les surgelés, n'étant pas explicitement listés, le président de la République a encouragé le gouvernement à mener une réflexion dans le but de les inclure dans la liste, d'autant plus qu'ils sont aussi de produits de première nécessité. De même, il a constaté que ces mesures ne s'appliquent qu'à l'importation, ce qui laisse présager une discrimination concurrentielle favorisant les importations au détriment de la production locale. Et à ces propos, il a rappelé que l'objectif poursuivi par ces mesures était à la fois de lutter contre la hausse des prix et de soulager les populations. Un rééquilibrage mérite d'être fait pour permettre de maintenir l'équité fiscale. Sous la coordination de la Première ministre, le président de la République a engagé le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, celui du budget et des finances, à se pencher chacun en ce qui le concerne sur cette question en vue d'obtenir dans les meilleurs délais l'élargissement des mesures fiscales prises pour assouplir le panier de la ménagère aux producteurs locaux dans le but de stimuler fortement leur production et encourager l'appétit de la transformation de nos matières premières afin d'avoir une vraie valeur ajoutée dans notre pays. Un rapport est aussi attendu dans 30 jours. Dans la suite de la communication du président de la République, la première ministre chef du gouvernement a d'abord tenu, au nom du gouvernement, à saluer la portée historique et politique du discours du président de la République devant les congrès. Le message délivré a posé pour le gouvernement des balises en termes des défis pour non seulement l'année prochaine, mais également pour l'avenir de notre pays. Parmi les défis passés en revue, le gouvernement demeure pour sa part attentif à l'exigence de la matérialisation de la vision du chef de l'État à travers la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement avec pour fil conducteur la diversification de notre économie. Ensuite, la Première ministre est revenue sur l'évaluation du dispositif transitoire de l'état de siège, conformément à l'ordonnance numéro 23-205 du 15 novembre 2023, modifiant et complétant l'ordonnance numéro 21/06 du 3 mai 2021, prenant en compte la nécessité de procéder à l'évaluation du dispositif transitoire et graduel de l'état de siège proclamé dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Elle a fait le point de son séjour du 22 au 24 novembre dernier dans ces deux provinces dans le cadre d'une mission interinstitutionnelle composée des membres du gouvernement, de l'Assemblée nationale, du Sénat et de la présidence de la République. Dans ces dialogues riches et inclusifs avec toutes les parties prenantes, cette mission interinstitutionnelle a permis d'appréhender les défis sécuritaires actuels en mesurant les degrés d'exécution des recommandations formulées lors de la table ronde, de se rassurer du maintien de l'ordre en collectant les éléments politiques et sécuritaires pertinents devaient être soumis au commandant suprême de forces armées et enfin de s'assurer d'un cadre propice pour la restauration de l'autorité civile, la stabilisation de l'économie et l'amélioration de conditions de vie de population. Un rapport circonstancié assorti de propositions concrètes a été transmis à l'attention du président de la République et certaines de ces recommandations sont notamment la levée graduelle de l'état de siège dans les deux provinces, avec la mise en application des dispositions réglementaires, ordonnances et décrets pris à cet effet, les rétablissements des assemblées provinciales avec des mesures d'encadrement compte tenu de la spécificité de la situation de l'état de siège, les rétablissements des autorités civiles dans les villes, chefs-lieux et communes et l'opérationnalisation du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. La Première ministre a fini sa communication en revenant sur le nouveau dispositif mis en place contre le banditisme urbain, autrement dit Kuluna, qui demeure au centre des préoccupations du gouvernement. Des réunions ont été tenues à ces propos et des instructions précises ont été
transmise. C'est dans ces cadres qu'il faut situer l'opération lancée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, opération Ndobo, avec pour objectif de renforcer les dispositifs contre la criminalité dans les grandes agglomérations du pays. Le gouvernement garde la double perspective du renforcement de moyens en faveur de forces de l'ordre et de l'adoption des mécanismes efficaces de réinsertion pour les délinquants désœuvrés. Cependant, a insisté la Première ministre, les nouveaux dispositifs répressifs, aussi sévères soient-ils, tiendront compte du strict respect des lois de la République. Tous les ministères concernés, principalement l'Intérieur, la Défense et la Justice, sont instruits d'observer scrupuleusement les règles de procédure en la matière. Au deuxième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif au point d'information, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a brossé la situation de l'administration du territoire national. L'état d'esprit de la population demeure globalement calme, a été marqué principalement par sa satisfaction quant au contenu du discours sur l'état de la nation présenté par les chefs de l'État devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Déplorant les actes inciviques et anti-républicains des militants de partis politiques ont été observés au cours de l'adresse du chef de l'État sur l'état de la nation. Il a réitéré l'appel constamment lancé il y a peu à l'endroit des leaders de toutes les formations politiques au meilleur encadrement de leurs militants et partisans, comme exigé par les textes réglementaires sur le parti politique. Toujours sur ces chapitres, le vice-premier ministre a signalé la poursuite sans incident de la campagne pour les élections législatives nationales et provinciales dans la circonscription électorale de Yakoma et des difficultés logistiques par rapport à l'organisation des élections législatives nationales et provinciales dans la circonscription électorale de Masimanimba. Il a profité aussi pour faire le point de l'opération Ndobo qu'il a récemment lancée et à ce jour 784 inciviques sont en détention et certains ont été déférés aujourd'hui en flagrance à travers les audiences foraines. Le commissaire général de la police est instruit pour la duplication de cette opération dans toutes les villes du pays où sévit la criminalité urbaine. En ce qui concerne la problématique des embouteillages, le vice-premier ministre a présidé une réunion d'évaluation de la mesure des circulations alternées avec les ministres sectoriels et services concernés le mardi 10 décembre dernier dans son cabinet de travail. Il en ressort de l'observation faite que l'opération connaît une réussite partielle dans la partie ouest, notamment les avenues Tourisme et Ngouma, tandis que dans la partie est et dans les centres-villes à partir de Kitambo Magasin, les résultats sont mitigés. De ces faits, la réunion a décidé du renforcement de la présence policière dès ce vendredi 13 décembre 2024, de la logistique de la police pour s'assurer d'une bonne régulation routière et apporter une réponse aux multiples plaintes enregistrées depuis les débuts de la mise en œuvre de cette mesure. La prochaine réunion d'évaluation est prévue en début de semaine après les constats des mesures qui ont été arrêtées et qui ont été mises en place dès aujourd'hui. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a complété pour sa part le ministre de l'Intérieur en revenant notamment sur la situation opérationnelle dans plusieurs parties du pays, principalement dans la partie est du pays, où il a indiqué que face aux actes de provocation et des violences de l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 d'une part, et à l'activisme des terroristes et ADF-MTM et des miliciens dans certaines provinces, les forces armées de la République démocratique du Congo réagissent avec efficacité et détermination. Spécifiquement à l'ouest du pays, les FARDC ont pourchassé les insurgés Mobondo qui ont fait incursion dans la ferme Bokoti au nord de Masiakwa, dans les territoires de Kwamut. Un autre groupe a été traqué au village Tsakalangoa et Ipassa et se sont dirigés vers Kivula dans le Congo central. Le 7 décembre, notre armée a farouchement réagi contre le milicien Mobondo après la embuscade tendue la veille par ces derniers dans les villages précités où 21 insurgés ont été neutralisés et quelques armes ont été récupérées. Évolution de la situation récente sur le marché de change ainsi que de biens et services.
Intervenant en tant qu'invité, la gouverneure de la Banque centrale du Congo a informé le Conseil que l'économie nationale est restée globalement stable au cours de la première semaine du mois de décembre courant. En effet, le taux d'échange se sont globalement maintenus à leur niveau de la semaine précédente. Les rythmes de formation des prix s'est légèrement accéléré après 2 semaines consécutives de ralentissement. À 6% à fin 2024, la croissance économique devrait demeurer vigoureuse. Elle est tirée notamment par les secteurs extractifs. Sur les marchés mondiaux, les produits de base concernant notre pays, il y a eu notamment légère baisse hebdomadaire de 0,77% du prix du baril de pétrole, se situant à 7,84 $, influencé par les craintes d'une baisse de la demande face à une offre abondante. La légère augmentation du prix de la tonne du cuivre, la hausse de 1,38% du prix de l'once d'or. Cette évolution de la conjoncture intérieure est justifiée par le maintien de l'orientation restrictive de la politique monétaire, combinée à une politique budgétaire prudente. À cela s'ajoute le renforcement de la coordination de ces politiques conjoncturelles. La gouverneure de la Banque centrale du Congo a recommandé la poursuite de l'exécution des réformes structurelles pour améliorer la résilience de l'économie aux chocs exogènes et assurer une croissance solide et inclusive. Situation épidémiologique en République démocratique du Congo. Le ministre de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale a présenté la situation épidémiologique hebdomadaire dans le pays. En ce qui concerne le Mpox, comparé à la semaine précédente, la tendance à la 49e semaine est marquée par une augmentation de cas suspects, passant de 487 à 604. Aucun décès n'a été enregistré entre-temps. Il a aussi fait le point de la campagne de vaccination qui se passe actuellement dans plusieurs zones, notamment à Benadibele, Yakusu et Mituresu. Il a annoncé l'arrivée à Kinshasa dans les prochaines heures de 50 000 doses de vaccins en provenance du Japon. Il a fait de même le point sur l'épidémie de choléra. Revenant sur la situation d'alerte dans la province du Kwango, les ministres de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale a indiqué que la maladie fébrile d'origine inconnue qui sévit dans la zone de santé de Panji enregistre un cumul de 494 cas, dont 32 décès, soit une létalité de 6,5%. Actuellement, 9 sur 3 aires de santé qui comptent cette zone sont affectées. Il a rassuré le gouvernement de la mise en œuvre du plan d'action de riposte. À son tour, la ministre des Droits humains a présenté la note d'information relative à l'organisation du Forum Trans-Montana en République démocratique du Congo. Ces forums qui réunit les décideurs, des chefs d'État, des responsables d'organisations internationales, des représentants du secteur privé de la société civile, est une organisation internationale fondée en 1986 dans le but de favoriser la coopération internationale, le dialogue et le développement durable. Organiser ces assises à Kinshasa permettra de mettre en lumière plusieurs enjeux stratégiques liés au rôle croissant de l'Afrique et particulièrement de la RDC dans le monde. Ce choix reflète l'importance accordée à notre pays comme acteur clé de l'Afrique centrale, notamment grâce à ses vastes ressources naturelles, son poids démographique et son potentiel économique. Elle a souligné que les 10 forums visent également à renforcer le partenariat sud-sud en mettant en avant les synergies entre les États africains pour aborder les défis communs tels que la sécurité alimentaire, les infrastructures et l'intégration économique régionale. De plus, il permet de promouvoir les leaders émergents du continent en leur offrant une plateforme pour interagir avec des décideurs et des experts internationaux, stimulant ainsi l'innovation et la coopération au sein de la jeunesse africaine. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Organisation de l'audit des viabilités des établissements publics et privés du sous-secteur de l'enseignement supérieur et universitaire. La ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a quant à elle présenté la note d'information relative à l'assainissement du sous-secteur de l'enseignement supérieur et universitaire par l'organisation de l'audit de viabilité des établissements publics et privés. Ceci fait suite à l'instruction du président de la République au cours de la 14e réunion ordinaire du Conseil des ministres du vendredi 20 septembre 2024 qui évoquait l'urgence d'accélérer l'amélioration de la gouvernance du secteur des LESU et de l'assainir pour lui permettre de jouer véritablement son rôle de levier des développements et les rendre compétitifs au plan régional
national et international. La ministre des Lessus a souligné que son sous-secteur est caractérisé par la prolifération et l'émiettement des établissements dont la plupart ne remplissent pas les conditions édictées dans les décrets numéro 015/040 du 14 décembre 2015 portant critères de viabilité des établissements d'enseignement supérieur et universitaire de la République démocratique du Congo et que le nombre d'étudiants inscrits dans les établissements d'enseignement supérieur et universitaire augmente de 5,1% en moyenne chaque année, faisant passer les effectifs estimés de 462 604 étudiants en 2015-2016 à 653 388 en 2002-2023 et à 686 057 en 2023-2024 pour un total d'établissements estimé à 1149, dont 148 du secteur public et 601 du secteur privé. Pour ce faire, le dit envisagé a pour objectif, entre autres, d'assainir les sous-secteurs des Lessus, de maîtriser les effectifs du personnel et des étudiants, de connaître les structures organiques appliquées dans chaque établissement. Le Conseil a pris acte de ces notes. 2 notes relevant du secteur du commerce extérieur. Le ministre du Commerce extérieur a présenté au Conseil 2 notes d'information. Le premier portant sur l'état d'avancement des travaux de la Task Force Global Gateway RDC-UE. À ces sujets, les travaux réalisés à ce jour ont été expliqués. Il s'agit notamment de la production d'un document résumant les obstacles à l'investissement dans notre pays et les propositions des solutions y afférentes, l'identification d'un premier lot de projets existants et à des études de faisabilité réalisées ou en cours, jugées bancables, intégrateurs et à potentiel d'impact social et économique et des développements élevés, classés selon les domaines de priorité de Global Gateway. L'identification de projets se poursuit. Il a été demandé à tous les ministres concernés de communiquer les projets disponibles à leur niveau et entrant dans les domaines prioritaires du Global Gateway. Ensuite, il s'en suivra un travail d'analyse. Une réunion du comité ministériel est prévue dans les prochains jours pour examiner ce travail des experts et se prononcer quant aux prochaines étapes. La deuxième note a porté sur la tenue de la 46e édition foraine de FIKIN 2024 qui commencera du 21 décembre et qui courra au 20 janvier 2025. Foire de la promotion des échanges commerciaux pour la diversification de l'économie nationale est le thème choisi pour cette 46e édition qui s'inscrit dans le cadre de la promotion des échanges commerciaux au niveau continental ainsi que de l'effort manifeste que le gouvernement fournit à faire bénéficier aux opérateurs économiques nationaux des avantages de nouveaux marchés étrangers qui s'offrent à la République démocratique du Congo, notamment l'initiative AGOA, le marché chinois, le marché européen et bien entendu l'ASLECAF. Sollicitant des membres du gouvernement l'instruction aux entreprises et structures sur leur tutelle de souscrire massivement à cette édition foraine pour l'intérêt national. Le ministre du Commerce extérieur a rassuré qu'il est résolument engagé avec le comité de gestion à relancer la FIKIN, rebaptisée en Foire internationale du Congo-Kinshasa, et non plus Foire internationale de Kinshasa, en lui dotant d'un nouveau visage consistant notamment à la reconstruction et à la modernisation de ses infrastructures. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Au 3e chapitre du Conseil de ministres de ce jour, le Conseil de ministres a adopté un relevé des décisions prises lors du Conseil du vendredi 6 décembre 2024. Au dernier chapitre du Conseil de ministres de ce jour relatif à l'examen et à l'adoption d'un texte, projet de loi d'habilitation du gouvernement, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité a présenté les grandes lignes du projet modifiant et complétant la loi numéro 14/011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l'électricité tel que modifié et complété par la loi numéro 18/031 du 13 décembre 2018. Ce projet innove dans l'intégration de concepts nouveaux inexistants, à savoir la maîtrise d'énergie, l'efficacité énergétique, la transition énergétique, la mise en place d'un service de dispatching, un guichet unique ainsi que d'une licence globale incluant les activités production, transport et distribution en zone rurale et périurbaine. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ce projet de loi et admis au projet relatif à l'habilitation du gouvernement. Commencé à 15h10, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 17h33. Je vous remercie.